Il y a comme diraient les Anglais, des private jokes. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs au fur et à mesure, ça m'a servi. C'était un vif argent, il avait une énergie extraordinaire. Et à ce moment-là, elle s'était déshabillée, elle était complètement nue en dessous. Remarquez, non. Tu as fait un DVD qui est très très riche. Est-ce que tu as été... Deux DVD, oui, tout à fait. Est-ce que tu as été acteur d'un film Est-ce que c'est quelque chose qui te donnerait envie Alors oui, comme Toshiro Suga, je pense évidemment. Oui. Toshiro, on a fait pas mal. Hein. Yamada aussi a tourné. Yamada Sensei, il avait tourné dans un film aussi, aux États-Unis. En fait, oui, il y a une dizaine d'années, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui tournait un film, une série pour TF1, et il cherchait un endroit pour faire un tournage, et j'avais la possibilité d'accéder à une salle d'entraînement à l'université où j'enseignais, à Nanterre. Et donc on a organisé un tournage, et j'ai joué le rôle du vieux maître d'armes qui remettait sur pied une femme qui avait eu des déboires dans la vie et qui se remettait grâce aux arts martiaux. Et donc mon rôle, c'était de l'aider sur ce chemin-là. Donc c'était assez particulier parce que c'était... Je ne pense pas que ça ait été une très grande actrice. Par contre, elle a appris à une vitesse grand V parce que le tournage n'a pas duré très longtemps. Honnêtement, c'était probablement un navet. Je ne crois pas que ça ait jamais été projeté par TF1. Ils ont donc dû passer un peu d'argent là-dedans. Moi, je n'ai pas été payé très cher. Hein. Zéro. Mais c'était intéressant parce que se positionner par rapport à la lumière, pas mal de choses, quoi. Bon, j'avais déjà été filmé ailleurs, au-delà des films que vous faites ici, quand il m'était arrivé d'être hooké pour Yamada Sensei, pour Tamoja Sensei aussi, mais bon, c'était pas dans un cadre où j'étais une des personnes principales. Et puis, il n'y a pas longtemps, par relation, j'ai fait de la figuration dans une des séries de Canal+, où mes moustaches avaient attiré un metteur en scène, et j'ai joué dans Paris 1904, qui a été une série à succès. Hein. Et donc j'ai joué le rôle d'un grand bourgeois, avec les grosses moustaches, le haut de forme et tout. C'était à la fois amusant et du plus grand ennuyant, parce que on a passé presque 12 heures pour 30 secondes. Donc bon, après ça pourrait être amusant, mais j'ai de loin préféré tourner les 2 DVD là, de la compagnie Imagine Arts, parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis un accompagnateur, un formateur, et j'ai plusieurs de mes amis, de mes élèves qui me disaient « mais il faut laisser des traces de tout ce que tu sais, de tout ce que tu as rencontré, des gens, et de ça ». Donc quand Léo Tamaki m'avait proposé de faire des DVD, je me suis dit finalement, l'occasion va peut-être faire le larron, et peut-être que c'est une possibilité que je ne retrouverai pas plus tard. Et puis, j'ai pensé que c'était une façon de donner aussi des éléments d'information à des gens qui ne pouvaient plus les avoir. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs, ce qui est toujours agréable. Et beaucoup par des professeurs qui m'ont dit « mais au moins maintenant, on a quelque chose ». Et quelqu'un m'a dit « mais je les ai regardés déjà 10 fois, les DVD, parce que ça me remet en place plein d'éléments ». Même si c'était quelqu'un qui était déjà pratiquant depuis un bout de temps, ça me donne plein d'éléments organisés. Donc voilà. Donc ça, je pense que j'ai eu plus ma place là-dedans que tourner James Bond ou ce feuilleton rigolo. Il y a même des anecdotes pendant le tournage qui étaient croustillantes. Hein, parce que là, juste pour l'anecdote, l'actrice principale, donc, personne ne connaissait l'aïkido et personne ne connaissait le Japon. Donc il y avait une maquilleuse et il y avait une habilleuse, et l'actrice, donc j'avais procuré un keikogi à Hakama. Ils sont arrivés, elle était habillée avec le Hakama était en dessous, elle avait la veste de kimono par-dessus avec un gros nœud fleuri. C'était rigolo. Et j'ai dit ça va pas aller, surtout pour mettre le sabre, ça va être compliqué, donc il faut intervertir. Et à ce moment-là, elle s'était déshabillée, elle était complètement nue en dessous.
Et donc, c'est un peu particulier comme situation. Elle était très à l'aise, donc moi j'étais très à l'aise déjà. Voilà. Donc ça fait partie des événements bizarres qui arrivent parfois dans la vie, quoi. Mais vraiment, elle m'a bluffé pour la capacité avec laquelle... Alors en fait, après, elle m'a dit qu'elle avait fait de la danse, mais elle a eu vraiment une capacité en l'espace de 3 heures de tournage pour mémoriser, apprendre enfin, tout ce qui était de l'ordre de la posture et du dynamisme. Elle m'a bluffé. Bon, c'est histoire du passé maintenant. Une des valeurs fortes, et tu l'as témoigné plusieurs fois dans plusieurs articles, c'est la fraternité dans la pratique de l'aïkido. Et c'est une valeur qui est partagée avec les Jeux Olympiques, grande année cette année. Ouais. Mais l'aïkido n'y est pas. Qu'est-ce que tu en penses? Tant mieux. Non, parce qu'en fait, c'est bien le sport. Hein. Coubertin et Jigoro Kano, Pierre de Coubertin et Jigoro Kano avaient des relations proches. Mais je ne nie pas l'intérêt du sport, ni même d'une forme de compétition. J'ai fait de l'athlétisme dans le temps, je fais du saut à la perche et du 200 mètres plat, donc j'ai fait quelques petites compétitions. J'ai fait du tennis, j'ai joué au rugby, enfin voilà, j'ai apprécié ça. Quand ça commence à devenir à des niveaux nationaux ou internationaux, je pense que ça peut abîmer vraiment le corps. Et je pense que c'est malheureusement très commercialisé. Au Japon, aux États-Unis, ils sont carrément des franchises. Les sportifs sont des machines, des matériaux. Je trouve que c'est assez dommageable pour l'individu. Après, on peut comprendre qu'il faut des héros, il faut des gens qui portent le flambeau et tout, mais quand on voit ce par quoi peuvent passer certains athlètes pour atteindre les niveaux qu'ils atteignent, je pense toujours aux gymnastes chinois qui commencent à 5-6 ans, qui sont presque illettrés quand ils arrivent à 14 ans à un niveau international, qui sont abîmés de partout, ça fait mal au cœur, quoi. Et l'aïkido pour ça, bon, on peut s'abîmer aussi, hein, mais l'aïkido pour ça me paraît beaucoup plus sain dans justement ce manque de compétition. Ça a des avantages aussi, la compétition, parce que ça ramène un peu au ras du sol des gens qui pourraient être prétentieux, puisque sans être contesté, on peut toujours prétendre qu'on est bon, qu'on est fort et tout ça, mais c'est la notion de comparaison entre deux individus de force égale, dans un cadre hyper figé, avec des règles hyper strictes, ça n'a pas grand intérêt. Et puis d'une année sur l'autre, on est champion du monde, l'année d'après, on est le dernier. Ça pas... Et où est l'évolution de l'être humain? Quand j'allais à l'INSEP très régulièrement au début, avant de passer mes brevets d'État, et puis après j'ai travaillé avec Quand j'étais enseignant à l'université, j'enseignais aussi en STAPS, les sciences et techniques des activités physiques et sportives, et j'accompagnais des jeunes en master pour leur mémoire. Et quand j'ai lu certains des mémoires qui m'ont profondément touché, où la personne en question avait été un athlète de haut niveau, et puis suite à un accident était tombé de très haut à très bas, avait heureusement des capacités intellectuelles pour récupérer la chose et faire des études supérieures intelligentes, mais ça peut être extrêmement destructeur. La course à la médaille a vraiment ses limites. Donc je ne suis pas mécontent qu'il n'y ait pas de compétition d'aïkido. Je crois que tu parles un peu japonais, tu as été là-bas, etc. Mori Ueshiba avait dit il faut pratiquer l'aïkido dans la joie. Explique-moi ça. Oui, alors je ne parle pas vraiment japonais. J'avais appris le japonais il y a longtemps. Et puis j'ai beaucoup fréquenté les japonais. Et puis j'ai lu énormément de choses sur le Japon. J'y suis allé une couple de fois dans des circonstances très très intéressantes et avantageuses, puisque j'avais l'avantage d'avoir un guide particulier. Puis j'ai aussi 2 élèves qui sont nipponisants dans mon club, mariés à des japonaises. Donc j'ai un contact constant. Je me suis intéressé à la culture. Le point de vue de Maître Ueshiba est particulier parce qu'en fait, il a été élevé dans un cadre hyper militarisé. Il a d'ailleurs été militaire lui-même. Et donc,
donc la violence était normale quelque part, c'était l'héritage d'un monde de samouraïs qui n'était pas quand même très très facile. C'était des gens qui se trimballaient dans les rues avec un sabre et qui avaient grosso modo un droit de vie et de mort sur entre guillemets la Valtaille, hein, le petit peuple. Euh, et donc il est né dans un monde comme ça, il a été en grande partie formé par Takeda Sokaku, qui lui-même avait été garde du corps, dont on sait qu'il avait au moins tué une personne. Il était couturé de traces de sabre, il avait le flanc euh, ouvert constamment parce qu'il portait une lame nue à l'intérieur de sa ceinture au cas où il serait attaqué. Enfin, c'était un personnage hors norme lui aussi. Mais apparemment l'évolution du temps a fait que Kishomaru Yoshiba avait dit une fois, on me dit que mon père était devenu pacifique. Non, pacifiste, c'est bon. Mais par contre, humaniste et avoir une humanité au niveau du monde et voir plus loin que le bout de son nez, oui, c'est sûr que je pense que Yoshiba, dans les dernières années de sa vie, avait pris tellement de distance par rapport à tout ce qu'il avait pu vivre aussi, hein, parce que le Japon du début du XXe siècle à la fin de ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale en Europe, mais que là-bas on appelle la guerre du Pacifique, le Japon a été un pays hyper militariste et conquérant, dominateur de la Corée d'une manière éhontée, de la Chine, enfin bon, il y avait les officiers supérieurs étaient des fous sanguinaires. Et les soldats étaient obligés de suivre, hein, c'était aussi dans l'éducation. Et je pense que Yoshiba a pris ses distances par rapport à ça, alors qu'il avait un de ses amis qui était l'amiral Takemutsu, je crois. J'ai oublié son nom. Et il a, avec le temps, je pense qu'une sorte d'apaisement peut se faire. Et pratiquer dans la joie et dans le bonheur, c'est vraiment, c'est un truc que j'aime bien. C'était dans le dojo, hein, dans ces dojos, il y avait ça, il faut pratiquer avec le sourire en gros. Et je peux être très très sérieux, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi que les gens aient des moments de détente dans le sérieux. D'où ma petite tendance à faire des blagues ou des jeux de mots. Voilà. Hein. Donc on est vivant. Entre guillemets, je suis un maître, mais bon, je suis un être humain. Je mange, je dors. Voilà, je suis comme tout le monde en même temps. Je suis, comme je disais, un transmetteur. Donc j'ai appris des choses et j'essaye de les faire passer. Si les gens sont intéressés, ils les prennent. Mais faisons ça dans la bonne humeur. Jean-Marc Chameau-Sensei, un grand plaisir, un grand merci d'avoir accepté cette interview. On a toujours beaucoup de joie à t'accueillir. Je crois que ça fait la 6e année consécutive que tu viens. Peut-être bien, oui. Hein. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose au dojo René VDB Il y a quand même toujours la présence de René, je trouve. Hein. Et puis, vous êtes un groupe de compagnons de route qui fait plaisir à voir avec vos... Il y a des, comme diraient les Anglais, des private jokes aussi, il y a des souvenirs qui vous unissent, quoi. Et donc, ça se ressent, je trouve. Bon, c'est vrai qu'aussi, comme je connaissais René, que je voyais bien comment il fonctionnait, quoi, cette fraternité qu'il avait, puis je me souviendrai toute ma vie, je crois, quand il imitait la... Oh, il vient donc le René, des choses comme ça, j'ai encore dans l'oreille son timbre de voix, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un dojo qui est, il est incarné, quoi, il est habité. Hein. Bon, après il faut croire à ce genre de choses, mais on sent sa présence. Et puis vous êtes ses héritiers, quoi. Donc c'est important aussi de porter les souvenirs des gens qu'on a aimés. Hein. Les morts, ils vivent grâce aux vivants. Et René, pour moi, est toujours vivant. Donc c'est un beau souvenir. Des fois, pédagogiquement, on n'avait pas les mêmes cheminements, mais je pense qu'on avait la même sorte de passion pour l'aïkido et les armes aussi. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie.